saisis l'épée et vois si la Providence te désigne. Mais laisse le destin te guider. Arthur, va vers le rocher là-bas et retire l'épée Excalibur. Alors tu seras le roi. D'abord, nous avions ici un spectacle qui s'appelait Les Chevaliers de la Table Ronde, qu'on avait créé en 2013. Et c'est, comme toujours au Puy du Fou, à peu près après 10 ans, qu'on se pose la question du renouvellement du spectacle. Et ce spectacle, il était à la fois un vrai succès, un spectacle aimé du public, mais comme c'est un spectacle petit dans sa dimension, dans son nombre d'acteurs, il fallait que nous imaginions une nouvelle mise en scène qui relance véritablement le spectacle pour plusieurs années. Les Chevaliers de la Table Ronde, une thématique très connue, un choix qui est celui de conserver finalement cet univers qui emprunte au fantastique, au surnaturel, avec des moyens nouveaux, avec une mise en scène qui doit être inédite, c'est-à-dire une mise en scène qui doit n'avoir jamais été faite auparavant au Puy du Fou. L'épée du roi Arthur, c'est une nouvelle création du Puy du Fou qui va raconter l'histoire de Tristan. Tristan, c'est un jeune chevalier qui va croiser le parcours de la Dame du Lac et de la Fée Morgane, qui va, cette dernière, le mettre à l'épreuve. Il va devoir retirer Excalibur, l'épée du roi Arthur, et s'il arrive à retirer l'épée, alors il pourra peut-être sauver le roi Arthur et tous ses chevaliers de la Table Ronde. On dit toujours au Puy du Fou qu'on fait du légendaire historique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va évidemment prendre dans la grande histoire des éléments qui nous intéressent. On part d'abord de l'existant, donc de l'ancien spectacle. On va puiser ses forces et ses faiblesses. On va analyser ça en venant voir le spectacle plusieurs fois avec l'équipe, avec Nicolas, avec Martin, etc. Et puis on va prendre les éléments forts, les éléments majeurs, les ingrédients qui vont devenir indispensables et qu'on veut garder, voire améliorer. Donc on va aller chercher des idées à droite à gauche, évidemment dans la légende arthurienne, mais aussi dans des choses plus modernes, ce que les visiteurs peuvent avoir en image d'Épinal, en référence un peu à ce monde à la fois médiéval, un peu légendaire, même presque fantastique que le roi Arthur peut nous offrir. On a été énormément sur place à Brocéliande, s'inspirer des lieux, comprendre un petit peu tout l'univers chevaleresque qui est lié à cette légende-là. Et puis on fournit un énorme cahier d'idées aussi diverses que multiples, qu'elles soient artistiques, donc purement visuelles, esthétiques. On va aller croquer, dessiner, prendre une multitude de photos du site existant et donc se mettre à dessiner à partir de ces photos-là. On a également réalisé une photogrammétrie du site pour ensuite travailler sur les bases d'une 3D pour vraiment travailler de l'existant. Là, c'est toute la complexité, c'est que c'est pas une page blanche. On a recréé les ruines d'une ancienne forteresse qui aurait pu se situer ici, donc d'une ancienne cité médiévale. Et l'idée, c'était avant tout de créer des ruines du temps et non pas des ruines de guerre, de montrer que la vie est complètement partie de ce décor-là. Et donc ça passe par la nature qui a complètement pris le dessus sur l'architecture et qui, au fur et à mesure des années, l'a détruite en fait, tout simplement. Au moment des phases de création, on ne se donne pas de limites. Faire bouger un arbre par exemple, pourquoi pas. Donner vie à des choses qui à la base sont sans vie, comme des rochers, des choses comme ça, voilà, une tour de pierre. Sur le moment ça peut paraître assez farfelu, et puis finalement quand on creuse l'idée, on se dit que c'est peut-être une bonne idée. Cette mise en scène, elle va s'appuyer sur des effets majeurs. Et donc on cherche cet effet coup de poing parce qu'il va être dans la structure même du spectacle, le point d'accroche principal, le point de perspective vers lequel on va aller. Et en l'occurrence, ici, dans ce spectacle, l'effet majeur, c'est que le sol sur lequel je me trouve va s'élever dans les airs et donc va créer une véritable surprise puisque la scène va se dédoubler même. Et donc l'idée de l'îlot suspendu qui s'élève à 7 mètres de haut, elle vient vraiment petit à petit au fur et à mesure de réunions créatives. Et vraiment ce qu'on cherche à raconter qui est que la terre s'élève, qu'on arrache complètement cette motte de terre pour dévoiler le lac qui est en dessous. Pour créer, nous avons un principe simple, c'est de capter notre époque dans toutes ses dimensions, notamment sur le plan technologique. Et ces technologies, on peut les détourner pour les amener dans le spectacle.
Et donc c'est en voyant les robots de fabrication des automobiles notamment, que nous avons imaginé de les utiliser, de les réemployer dans un spectacle, et qui est en l'occurrence cet arbre qui est, dit notre héros, la souche du mal, c'est-à-dire un arbre finalement possédé, hanté par l'esprit mauvais qui tient cette cité prisonnière. Quand on reçoit le scénario, on reçoit une intention artistique à la base. Cette intention, nous, on l'a retranscrit en besoin technique de notre côté dans un premier temps et avec l'aide d'entreprises extérieures qui nous appuient et qui fournissent les machines dont on a besoin dans un second temps. Donc il y a plusieurs étapes. Au début, on rédige un cahier des charges, on suit des études avec eux, la fabrication, l'installation, la mise en service. On a vraiment toutes les étapes, on les accompagne jusqu'à la création et l'installation de la machine complète. Un combat contre un arbre, c'est tout nouveau au Puy du Fou. C'est une machinerie qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et qui n'existe pas dans le monde du spectacle. Donc on a dû l'inventer. Donc là, c'est pas un duel à l'épée comme on a l'habitude de le voir entre deux humains. Et donc la difficulté, c'était justement de ne pas reproduire ce qu'on sait faire déjà. Il faut savoir se réinventer au Puy du Fou. Ça aborde une nouvelle technique, une nouvelle approche de répétition, une nouvelle écriture. Ça a vraiment été un nouveau défi à relever. On a beaucoup de scènes de combat dans nos spectacles ici au Puy du Fou. Et donc on voulait renouveler un petit peu notre façon de matérialiser l'art du combat. Et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas faire de Morgane finalement la maîtresse d'un arbre géant qui vient combattre face à nos combattants directement sur scène. On l'a monté en avance et câblé dans un hangar au Puy du Fou. Et on a commencé la programmation, il y avait 3 mois de programmation, en compagnie des acteurs pour créer la chorégraphie et répéter en même temps. C'est quand même marrant. Et en fait, avec les 3 bras, ça va être génial. Ouais, c'est-à-dire que dès que tu combats, c'est magique, quoi. Vas-y, mets 100% de la vitesse maintenant. On peut ou pas? Combien tu mets? Tu peux monter ou pas en vitesse, là? Là, après, avec un seul bras, oui, à 70-80, facile. C'est bien, en tout cas, la déco et tout, c'est pas mal, hein, les gars. Ça marche bien, hein. Tu vois, c'est-à-dire que la végétation, là, c'est très intéressant. Vous voyez les cheveux qui bougent en bout de bras? C'est super, quoi. Non, c'est la musique. T'as la musique qui fait ta 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 ta. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de musique. Tu vois, c'est-à-dire que si t'es là, ta 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 ta, et tout à coup, t'as tout qui. Tu vois, le mec se met en entier. Tu vois, c'est le son. Pour ce qui est de la musique sur un spectacle comme celui-ci, on va aller voir notre compositeur, on va lui évoquer évidemment notre univers, ce vers quoi on tend, on lui donne quelques musiques de référence. Et donc il fallait, d'une certaine façon, faire un pas de côté, chercher des sons nouveaux. Dans l'épée du roi Arthur, la musique est à la fois très moderne, mais elle a une profondeur, elle nous tend la main et elle nous permet ce voyage. La musique de l'épée du roi Arthur, c'est une immense recherche qu'on a menée avec les équipes créatives du Puy du Fou pour trouver une couleur qu'on n'avait pas encore amenée dans les spectacles du parc jusqu'à présent. On a pris contact avec un monsieur qui s'appelle Abraham Coupeiro, qui est vraiment un virtuose d'à peu près tous les instruments qui soufflent. Très ancien, comme le carnix ou le aulos. C'est quelqu'un qui est aussi forgeron dans son temps libre et il construit ses instruments. Donc on est allé chercher quelque chose de vraiment très original qui nous permet de colorer ça comme on le veut, sans tomber dans les clichés de l'époque médiévale, etc. Et de développer une bande-son qui est très hybride entre tout ce qui est synthétique et moderne, plutôt des sons programmés, etc. Et un côté quasi religieux, on va dire, où on va chercher la voix humaine, l'orchestre symphonique évidemment, et faire un grand mélange de tout ça pour toucher au cœur de l'émotion. On s'est équipé en fait des meilleurs musiciens du monde, comme on aime à le faire quand on a l'occasion, avec ce symphonique justement enregistré à R, le mythique R Studio, avec un ingénieur du son qui s'appelle Nick Ledge, pour avoir vraiment ce son cinématique qui permet de faire vibrer l'air et les cœurs des gens.
Mon but, c'était de trouver en fait une espèce de patte sonore qui permettait de plonger les gens dans une atmosphère, dans une ambiance, et pas seulement de les abreuver, on va dire, de mélodies ou de musique symphonique, comme j'ai eu l'habitude de le faire dans d'autres projets. Il a fallu représenter Morgane ou l'esprit de Morgane à travers quelques voix féminines qui sont là pour nous donner quelque chose d'un peu grassant, donc vraiment de la musique qui des fois est proche du contemporain, plutôt que de la musique narrative. And then probably have a big finale where all earth and rocks will move 20 meters high up in the sky. So, just fun. Nothing dramatic. Let's try out. One of the key differences for this particular project, in fact all of the Puy du Fou sessions that we've done, is that there's never any actual visual medium to watch, which is kind of unusual because obviously if we're working on a movie score then we have the picture in front of us. But the fascinating thing about that is that it actually doesn't matter that we can't see anything, because the storytelling is so vivid and it inspires your imagination so much that it's so vital and so full of energy, and you feel all the emotions that were being conveyed in the show. Yeah, and it's just incredibly inspiring. Sur les costumes, on part dans plusieurs phases de conception. Donc on a tout d'abord, à partir des images de référence, des dessins de costumes. Tous les personnages vont être dessinés à la main et on va faire une première passe de validation. On va changer des motifs, des couleurs, pour avoir une gamme générale qui fait que notre héros ressort plus que les autres, que tous les autres ne sont pas non plus comme les Vikings ou comme les gladiateurs, parce qu'on veut varier nos différents visuels de spectacle. Et puis à partir du moment où on a le dessin qui est validé, derrière passe la phase de fabrication, donc plusieurs phases de prototypage où on va choisir des tissus, des matières, on va parfois passer sur des tissus imprimés où on va choisir nous-mêmes les motifs, d'autres fois ça va être plutôt des tissus qu'on va aller chercher chez des fournisseurs, et puis il va falloir retrouver la vérité qui ne se trouve jamais au bon endroit, jamais là où on pense, et c'est en combinant un petit peu les différentes matières qu'on va trouver le bon costume. Que je lance le truc. Donc Tristan, on pourrait bien parler de l'esprit général, c'est qu'ils soient super distincts les uns des autres à cause de la couleur. Ça commence bien là, et là finalement quand tu es de loin que tu clignes, ils sont déjà un peu trop similaires les deux. Ouais. Donc on s'est dit, on pousse un peu le kaki de celui-là, tu vois, celui-là il est plus chocolat, puis il y en aurait un autre qui serait plus rond, comme ça, et il y en aurait un dernier qui serait plus safran moutarde. Sur chacun, il y a un travail de crispin, de ceinture et de paire de guêtres qui va avec ce costume, donc ça leur fait un look. Ouais. Tout le monde a de la cotte de maille. C'est un spectacle moyenâgeux, il y a de la cotte de maille. Mais en fait, il y en a très peu sur chaque artiste, c'est pas lourd. Ouais. Ok. Non, ça marche très bien. Ce genre de détail, ça marche super bien. Parce que du coup, ça couvre le personnage, en fait. Ouais. Alors, l'impression que... Donc là, c'est un petit morceau, mais ce sera un rectangle. Hein. Chacun aura un rectangle, en fait. Mais ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est chouette, voilà. Et ça sera des clous. Hein. Là, c'est des boutons, mais ça sera des clous. Vraiment, ça fait clou, ça. Oui. Ça va. Oui, ça fait comme un truc de biker, mais ça sera un vrai clou, pas un bouton, ça sautera pas. Ça, c'est bien, ça. Oui, c'est bien. Ouais. Et alors, on se demandait si c'était trop bleu pâle, trop layette.
Est-ce que oui. tu avais envie de faire un bleu un poil plus soutenu, parce que c'est quand même lumière du jour. Oui, t'as raison. Voilà, ok. Donc. Ça envoie hein, quand même, hein. Lolo, c'est bien, hein. C'est super. Alors, magnifique. Que dire des Templiers? Non mais d'abord c'est exactement l'image, c'est exactement ce que j'avais dans la tête, j'espérais ça, mais je pensais pas qu'on arrive à ça. Ils auront tous la même ceinture, ils auront tous ce look-là, les intérieurs de capuche seront patinés. Et puis, il y a un personnage très particulier dans le spectacle qui est la Dame du Lac. Et la Dame du Lac, elle a un point commun avec un autre personnage, le roi Arthur. Ce sont deux personnages qui, d'une certaine façon, n'appartiennent pas au réel de la même façon que les autres. Ce sont des personnages qui oscillent entre deux mondes et qui finalement, là encore, appartiennent au merveilleux. C'est-à-dire que le surnaturel et le naturel se côtoient. Comment figurer ça? Par des costumes qui sont exubérants, extrêmement brillants d'une certaine façon, presque trop brillants pour leur donner un caractère un peu surnaturel. Pour aboutir à une chorégraphie avec un arbre comme celui-ci et un robot, on commence à donner une gestuelle à un bras, puis à deux, puis à trois. Et ensuite, on s'imagine la chorégraphie en interne d'abord avec des bras humains. C'est-à-dire que j'ai monté la chorégraphie avec trois bras humains face à moi. Et ensuite, on a repris les mêmes actions que les bras humains faisaient pour la mettre dans la machine en programmation. Donc on a pris tout ça en compte et on a sorti une première version qu'on a présentée à Nicolas au mois de décembre, en musique. Là, reste en haut, oui, là c'est parti, les tourniquets. Là, et puis te laisse plus surprendre, voilà. Limite que tu te fasses rebondir à chaque coup, tu vois. Non, bien. On garde un peu de jus pour la suite. Hein, bien. On se remet en place, les gars? Si, c'est bien ça. Voilà, ça c'est bien, ça c'est ça. Okay. Ça c'est le bon moment. Donc là, quelques petites barres de départ. Ça, j'ai gardé ça. Et après, j'ai tout changé là. Boum. Là, il esquive. Il a un peu de capoeira, des sautés. Boum. Enfin. Là, boum. Des coups de pied. Hop, et dessous. Boum. On voit que ce qui est efficace, c'est quand il esquive en fait. Ouais. C'est là qu'on y croit le plus. Ouais. Parce que sinon, comme il ne peut pas toucher les épées, donc c'est pour ça que je voudrais vraiment plus de danse et moins de contact épée contre épée. C'est pas que ça suffit les contacts, mais il n'y a pas plus quoi. Faut garder tout ça, mais ça maintenant il faut corser et ajouter. Ok, très bien. Et en fait, ce qu'il faut, je pense qu'on peut aller un peu plus vite et en étant plus dans la parade. L'esquive. L'esquive. Et non pas justement, la parade. Quand on appréhende une nouvelle machinerie, souvent on a l'impression d'être rapide au début, en fait on est lent. Et plus ça va, plus vous en mangez, plus vous allez avoir envie d'accélérer, plus vous allez vous emmerder dans le combat, donc on aura envie de passer à 80%, voire à 100%. C'est cet univers-là, très ninja quoi. Vraiment aller vers ça, c'est un univers qu'on n'a pas. Tu vois, nous on a le parcours, et on n'a pas, tu vois, on a bien le parcours viking. Mais cet univers-là, ce qui serait bien, c'est d'arriver vraiment à le créer et de le maîtriser. C'est pour ça que c'est bien que tu fasses venir des conseils là, pour aller vers ça, toujours. Donc il y avait le souhait de faire s'élever en l'air une masse de terre, enfin en tout cas ce qui semblerait être une masse de terre assez importante. Donc il y a eu plusieurs phases, on est passé de plusieurs îlots à un seul énorme îlot. Du coup les gros enjeux c'était de réussir à faire soulever une masse très importante, là on dépasse les 40 tonnes aujourd'hui d'îlot, dans un temps défini, on avait 1 minute 30 pour le faire monter, sans bruit, en respectant les contraintes de vent et la proximité du public. Donc il y avait toutes ces contraintes à prendre en compte. Il a fallu prendre la décision de fermer les Chevaliers de la Table Ronde un peu plus tôt, 2 mois plus tôt,
début septembre, pour nous permettre de réussir à rentrer tout ce qui devait être fait pour ce nouveau spectacle. La partie gros œuvre était assez conséquente en termes de temps, parce qu'il a fallu recreuser le bassin, refaire un bassin béton, avant de pouvoir commencer à poser les machineries. Il y a eu une cohabitation de la grue pendant la phase d'ouverture du parc. On est obligé d'avoir des moyens de manutention à dispo pour pouvoir aussi tenir le planning. Et puis enchaîner ensuite, après la partie gros œuvre, la partie machinerie, la partie décor, la partie répétition. Donc le timing était serré. On se rend compte que ces 2 mois étaient indispensables, autrement on ne rentrait pas dans le planning. Il y a toujours une petite appréhension de se dire est-ce que ce sur quoi on a travaillé depuis des mois, ça va bien fonctionner? Est-ce que l'effet souhaité, il va être là? On le sait jamais, les 3D nous permettent d'anticiper énormément. C'est toujours un grand moment d'émotion, un grand moment de stress. Et quand on se rend compte que ça fonctionne bien, quand on est en dessous, on se dit ok, bah maintenant on continue, on y va et il n'y a plus qu'à. Sur les premiers essais, on est encore dans une analyse très technique et on est sur des mouvements sur une machine qui n'est pas forcément décorée ou pas finie. Donc on réalise pas forcément trop. C'est le moment aussi de prendre du recul, de voir avec la direction si l'effet est bien comme on l'imaginait et de voir si ce qu'on a imaginé depuis le début tient la route, quoi. Donc on est en tribune avec l'équipe et on regarde pour la première fois cet îlot qui à ce moment-là n'est qu'une carcasse de métal qui ne ressemble absolument pas au décor final. C'est vraiment le sentiment de l'enfant au pied du sapin au matin de Noël, quoi. C'est-à-dire que c'est le sentiment de recevoir un jouet qu'on attend depuis des mois, voire depuis des années, et qu'on va partager avec ses amis en puissance. C'est qui les amis en puissance? Ce sont nos visiteurs, ce sont nos spectateurs. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait un toit, quoi. Ça fait un incroyable. Ouais, non, ça va être terrible. Quand tu sais pas que ça va monter, t'as aucune idée, tu vois, de ce qui va se passer. Non, je suis assez confiant. On est soulagé. Évidemment, on est soulagé parce que enfin, notre effet majeur, si je puis dire, du spectacle, l'un des effets majeurs, va fonctionner. On a la certitude, on n'est qu'à quelques semaines de l'ouverture, on n'avait pas le choix, il fallait que ça marche, et forcément, grosse appréhension, dit gros soulagement derrière. Même s'il reste beaucoup de travail avant l'ouverture, c'est une première grosse étape. La grande difficulté que nous avons eue sur l'épée du roi Arthur, pour ne rien vous cacher, c'est qu'on a eu très peu de temps de répétition. Parce que nous avions un temps très contraint entre la fermeture du Puy du Fou et l'ouverture de la saison nouvelle. Or, ces quelques mois étaient le seul créneau que nous avions pour remanier intégralement notre scène existante et construire surtout tous les nouveaux décors, les nouvelles machineries, et donc mettre en place une installation gigantesque. Et puis ensuite, on a amené les acteurs sur scène au dernier moment pour véritablement prendre possession de cette ère scénique alors même qu'on n'était qu'à quelques jours de la première.
Quand les répétitions commencent, on met en scène ce qu'on a d'abord imaginé avec Nicolas par la 3D et par toutes nos discussions avec le scénario. On commence par ça. On va faire une première grosse structure. On ne rentre pas encore dans les détails de comment interpréter précisément telle intention de jeu. On va rentrer sur les déplacements de tous nos acteurs les uns à la suite des autres. Quand cette structure est faite, on commence à prendre un peu de recul, on remonte un petit peu plus haut dans la tribune, on regarde ce que ça donne, voir la cohérence par rapport à notre décor qu'on a pour la première fois sous les yeux. Et puis on va rajouter les intentions de jeu, les interactions d'un personnage avec un autre, etc. Et puis arrivent des moments où on a mis tout en place ce qu'on avait imaginé et la réalité du terrain nous offre d'autres possibilités. On va repréciser certaines gestuelles, parfois on va même changer complètement une partie de la scène, mais ça c'est uniquement le moment des répétitions qui peut nous le permettre, on ne peut pas l'anticiper plus que ça à l'avance. Au début des répétitions, les acteurs étaient en casque avec les tenues adéquates pour que les entreprises continuent de travailler autour. On commence par répéter des séquences. On a la phase d'apprentissage dans un premier temps, on apprend la chorégraphie, on apprend les passes par cœur, et donc une fois que ça c'est acquis, on passe à la phase 2, c'est-à-dire sur scène, en costume, avec la musique, et jouer aussi avec le décor. Parce que c'est pas évident, on n'a pas beaucoup de place sur scène. Il y a du vide à droite, à gauche, il y a tout un processus à bien respecter. Et les acteurs s'imprègnent du décor, de la musique, du costume, et en reprenant la même chorégraphie. Et donc petit à petit, on s'améliore et on peut augmenter la vitesse du robot. Hyper réussi. Dans le genre, franchement, vous pouvez pas rêver mieux, quoi. C'est comme dans le concept art. Bravo Guy, c'est vraiment chouette. Vraiment, c'est super. Eh ben, on est bon. Si on est prêt, on y va. Retenez du Puy du Fou que l'objectif, c'est vraiment pour nous, c'est même l'ADN même du Puy du Fou, de se poser la question de quelle histoire on veut raconter. Et nous avons retrouvé la trace de Tristan qui avait échappé aux historiens et qui a en effet appartenu à la table ronde du roi Arthur. Alors on ne pouvait pas laisser passer cette histoire et c'est pour ça que nous avons mis en scène ce spectacle. Le décor est impressionnant, l'histoire aussi, on parle de la grande geste arthurienne. Donc c'est évidemment, ça fait très chaud au cœur de voir ça dans le décor et de pouvoir apporter les dernières touches à cette musique pour vraiment faire vibrer les parois, vibrer l'air et nos instruments. Ça fait plaisir de voir l'aboutissement de plus d'un an de projet, de voir que tout tourne, que les effets plaisent, que ce qu'on avait prévu à la base a pu être fait et une satisfaction du résultat final. Ouais. On a réussi à suivre l'intention artistique de départ qui était de dire on rend un environnement existant un petit peu plus maléfique entre guillemets, ou en tout cas dans un univers qui est un petit peu plus noir pour finir avec un spectacle qui est dans le bien, vraiment suite à toute une épopée chevaleresque. Aujourd'hui visuellement le résultat est là et donc c'est une grande fierté. C'est un défi pour les acteurs. Là, ils s'entraînent tous les jours pour améliorer encore leur technique, leur performance. Donc là, maintenant que c'est lancé, eh bien, on va faire améliorer les choses. Et puis voilà, on adore ça. C'est un nouveau défi. On finalise un projet comme celui-ci. Ça y est, le spectacle est livré au public. C'est un soulagement pour toutes les équipes qui ont travaillé sur ce nouveau spectacle. On a hâte de pouvoir relever de nouveaux défis comme celui-ci parce que le Puy du Fou est plein de belles surprises pour les années à venir. Un spectacle, très vite, lorsqu'on l'a créé, ne nous appartient plus. C'est le public qui en devient un propriétaire affectif. Et donc, nous écoutons tous nos visiteurs, mais aussi bien les fidèles que les autres, mais pour, d'une certaine façon,
faire grandir ce spectacle qui va probablement encore dans les années qui viennent grandir par petites touches pour être enrichi et augmenter encore une fois le sentiment du spectaculaire et de l'émotion qu'on essaye de faire passer dans tous nos spectacles.